Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous pensions naïvement que M. Tebboune était seul dans son cas, qu'il était unique, capable d'affirmer les plus phénoménales absurdités qui puissent s'entendre sans sourciller et sans se démonter. Et dans le même temps, nous avions pensé, tout aussi naïvement, que dans un souci d'équilibre et pour atténuer un peu l'outrance de la farce, le régime avait pensé à doubler le même Tebboune par un Premier ministre qui soit plus sérieux, plus modéré, plus réaliste, réellement technocrate, tellement compétent qu'en plus de ses lourdes charges, on lui a laissé celle de ministre des Finances, qu'il exerçait avant sa nomination, en qualité de Premier ministre. Nous nous trompions, en fait. Nous nous trompions très lourdement, puisque nous n'allions pas tarder à découvrir que cet homme aussi, ce Premier ministre, pourtant parfaitement inconnu par le grand public, était lui aussi un pur prototype du système, avec tout ce que cela suppose de tromperie, avec tout ce qu'il faut dedans de politicaillerie, de brosses à reluire, de miaulements flatteurs, de mensonges éhontés et de déclarations plus hallucinantes les unes que les autres. C'est lui, en effet, qui nous avait affirmé que jamais depuis l'indépendance des réalisations aussi prodigieuses n'avaient été au niveau de celles accomplies par le président Tebboune, depuis que celui-ci était gouvernail. Et c'est ce Premier ministre qui nous a asséné que le pays avait réussi une croissance économique de plus de 6% au troisième trimestre 2021. Ce qui est probablement vrai en termes de chiffres, mais tout à fait faux en termes de création de richesses, en termes de vraie croissance, puisque ces chiffres ne sont que le résultat d'une reprise de certaines activités après le pic de la Covid et de la remontée des prix du baril. Et c'est lui aussi, ce monsieur, qui a affirmé publiquement que le taux d'intégration d'une industrie militaire de la confection, était de 100% d'intégration, avant de changer d'avis moins de 20 secondes plus tard et d'annoncer celui de 80%. Ce qui est quand même tout à fait faux, puisque le vrai taux d'intégration de cette industrie ne doit pas dépasser les 5% au mieux, pour la simple raison que tout le matériel et toute la matière première sont importés, en plus de tous les autres intrants. Et c'est encore lui, monsieur le Premier ministre, qui très sérieusement nous annonce avec une grande satisfaction que la balance commerciale renoue avec l'excédent, puisqu'elle a enregistré un excédent de 1,4 milliard à la fin novembre. 1,4 ou 1,04 à la fin novembre. Il affirme même ceci, écoutez, je le cite intégralement. « Nous avons pu réaliser au 30 novembre dernier des chiffres inimaginables par le passé. » Fin de citation. Et de renchérir en nous apprenant que pour la première fois depuis son existence, l'Algérie a réalisé des exportations hors hydrocarbures d'un montant de 4,5 milliards de dollars. Et bien sûr, il oublie de nous préciser la nature de ces produits d'exportation. Il oublie sciemment pour nous induire en erreur et nous faire croire que ce sont là des produits d'exportation issus de l'industrie ou de l'agriculture. Alors qu'en fait, ce ne sont là que des produits soit dérivés des hydrocarbures, soit des minerais, autrement dit des ressources naturelles. Et il nous dit tellement d'autres choses, ce monsieur, qui toutes procèdent de l'intention délibérée de tromper l'opinion publique, de lui faire croire à une relance, alors que les chiffres ne sont que les résultats de restrictions à l'importation ou au mieux à l'augmentation des prix du baril.
Et il n'est pas le seul, ce monsieur, à s'engouffrer dans cette démarche, dans cette basse propagande, dans la manipulation des chiffres pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Non, il est loin d'être seul. En plus de Tebboune, qui brille dans sa catégorie et qui devrait s'inscrire dans le concours du Guinness Book des mensonges, il y a tous les autres, tous ceux du régime qui s'expriment publiquement. Ils sont tous dans le mensonge, dans la manipulation des chiffres, dans l'interprétation frauduleuse des faits, dans l'exagération qui les arrange, dans les accusations de terrorisme là où il n'y a pas l'ombre de terrorisme, dans l'agitation des menaces là où il n'y a aucune menace, si ce n'est celle qu'ils font eux-mêmes peser sur leur pays par leur dangereux penchant à foncer sur les murs. Le plus curieux, et qui devrait interpeller les psychanalystes et les sociologues, est que cette pratique du mensonge et de la manipulation des chiffres semble être devenue très contagieuse. C'est un peu comme pendant les dernières années du règne de Bouteflika, quand tous les relais périphériques du régime ont été atteints de quadrotite, rappelez-vous, quand ils se sont tous mis à idolâtrer le cadre de Bouteflika, qu'ils portaient à bout de bras, qu'ils faisaient défiler dans les rues, qu'ils embrassaient, à qui ils offraient des cadeaux et jusqu'à des chevaux de course. C'est une exacte démarche qui s'installe dans les mœurs et les pratiques du président actuel et de tous ceux qui gravitent autour de sa personne, à la différence qu'ils sont passés du cadre au mensonge. Ils se sont tous mis à mentir, effrontément, sans frein, sans pudeur, sans même se soucier de la crédibilité de ce qu'ils nous débitent tous les jours. أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا حب من حب وكره من كره. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. مستوى دولي. Que tu es belle. Que tu es belle. Que tu sais mon vent. Algérie, salade. Algérie, Bobard, salade et canular. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons voulu faire un clin d'œil pour prendre, avec humour, toute cette tragédie que traverse notre très malheureux pays, malheureusement. Avec nous pour en parler, Hassan Hiresh, économiste et analyste politique depuis Paris. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal. Ça me fait plaisir de te retrouver. Merci. Et de retrouver les téléspectateurs ainsi que tes invités, que je ne sais pas encore qui. Je les salue. Merci. Alors, nous avons avec nous Rafiq Hamzal, financier, économiste, militant politique, qui est avec nous depuis Bjaya. Rafiq Hamzal, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Bouchetouf. Bonsoir, M. Bouchetouf. Donc, je vous remercie pour l'invitation et je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs ainsi que toute l'équipe de Maralibia, vous-même et vos honorables invités. Merci, merci beaucoup Rafiq. Mohamed Aitmimoun devait nous rejoindre, mais il a décliné à dernière minute. Hassan Hiresh, nous sommes en train de nous rendre compte ces derniers jours d'une chose qui était là sans que nous nous en rendions compte en fait, sans que nous la sentions telle qu'elle était vraiment, la pratique du mensonge à un niveau absolument effarant,
des grands de ce régime, le président, son premier ministre, le chef d'état-major, le ministre du Commerce, le monsieur là qui surveille les élections. Ils sont tous dans une démarche, je ne sais pas comment dire, c'est plus qu'insultante, puisqu'ils nous disent le contraire de ce que nous voyons de nos propres yeux, de ce que nous constatons tous les jours dans notre vie. Comment expliqueriez-vous ça, Hassan Hirj, avant d'en arriver à la réalité des chiffres? D'abord, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Et moi, j'aurais intitulé votre émission, Monsieur Benchenouf, tout simplement, le Père Noël est arrivé. Ah. Nous sommes à la veille du Père Noël. Oui. Et puis, pourquoi pas aussi pour les Algériens. Voilà, je crois que c'est tout simplement un système, malheureusement. Il ne faut pas prendre les hommes en tant qu'individus, il faut prendre le système. Depuis 1962, on assiste absolument aux mêmes méthodes. Gonfler les chiffres, mentir, exagérer. Voilà, on est un petit peu dans une espèce de paranoïa, de mégalomanie, de mensonges systémiques, parce que tout simplement, on peut le faire du moment où il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas de débat libre. Si ce Premier ministre, tout simplement, se mettait à la télévision nationale, comme font tous les ministres des pays qui se respectent, à la télévision nationale, invite un ou deux économistes, un éventuellement de son côté et puis quelqu'un d'autre de l'opposition, eh bien qu'il y ait justement un débat, non seulement au niveau des chiffres, mais même au niveau aussi de l'économie de façon globale, savoir ce que c'est qu'une croissance. Parce qu'une croissance, ce n'est pas seulement une augmentation du PIB. Une croissance, maintenant, c'est le b.a.-ba, tout le monde connaît tout ça. C'est d'abord aussi un certain nombre d'autres paramètres, M. Benchenouf. C'est prendre en compte notamment tout ce qui est autour du niveau de vie, de l'éducation, du pouvoir d'achat, du niveau de chômage, de l'accessibilité à l'eau potable, de l'accessibilité aux médicaments, ainsi de suite. Donc, c'est le bien-être global, parce que la croissance, donner un chiffre d'une augmentation, d'une production essentiellement hydrocarbures d'un semestre à un autre, c'est malheureusement trop facile et ça ne peut tromper personne. Donc, moi, Mais lui, Hassan, lui, non seulement essaie de tromper les gens en disant « nous avons fait une croissance de 6%, sans préciser que c'est dû à l'augmentation du pétrole et c'est dû aussi à la reprise de certaines activités après l'arrêt total dû au Covid. Et surtout, il dit « même les pays les plus développés n'ont pas réussi ce que nous avons réussi ». Il oublie de dire, par exemple, que si la France a connu l'inverse de cette croissance, c'est parce que l'État a financé toutes les entreprises qui étaient à l'arrêt, qu'il a payé tous les salaires des gens qui ont été mis au chômage. C'est vraiment prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme on dit. C'est du mépris, surtout venant de quelqu'un qui a fait des études, qui est économiste, qui est financier, qui est fiscaliste. Et il raconte des énormités pareilles dans l'intention de tromper la religion des gens. C'est quand même fort de café. Je pense que le fait qu'il ait été nommé à ce poste-là, Premier ministre, il devait quelque part endosser ce costume justement de traficoter les chiffres, de bluffer, faire un peu d'esbrouf, dire qu'effectivement nous sommes les meilleurs, etc., etc. C'est en fait le problème en Algérie, ce n'est même plus un problème des individus, c'est un problème du système. Donc c'est le système qui est fait comme ça, que dès qu'on rentre dedans, et on est dans l'exagération, dans le mensonge, dans cette espèce de méthode couée, on dit qu'on est les meilleurs, etc.
Tout ça, c'est maladif, malheureusement. Donc, ce même personnage, quand il sera dégommé de son poste de Premier ministre, qui va se retrouver à la retraite, nous aurons enfin la vérité. Il nous dira exactement de quoi il en est pendant la période où il était Premier ministre. On l'a vu avec tous les premiers ministres précédents, tous les ministres précédents. On l'a vu avec un certain nombre d'hommes politiques qui avaient vraiment une place dans ce système-là. Dès lors qu'ils sont à la retraite ou dès lors qu'ils sont éjectés, ils vont se mettre effectivement... Ils vont se mettre à table. Restez avec nous, Hassan. Rafiq Hamzal, sur cette attitude de ces gens, est-ce qu'ils croient réellement que nous gobons leur salade? Est-ce qu'ils croient que leurs chiffres sont vraisemblables, qu'ils peuvent être crus? Ou est-ce qu'ils sont dans le mépris ou dans le déni? À votre avis? Ils sont en même temps, je pense qu'ils sont en même temps dans le mépris du peuple et le délire de leur fauteuil du pouvoir en même temps. Le mensonge d'État est devenu une culture dans le haut sommet du système, à défaut d'arguments valables et de chiffres valables. Ils font de la grosse consommation, de la consommation de masse pour le peuple. Quand ils vous parlent, par exemple, de balance commerciale, ils savent que c'est pas tout le peuple algérien qui maîtrise la notion de la balance commerciale. Surtout quand ils vous balancent des chiffres proportionnels au pourcentage. Quand on dit qu'on fait du 6% ou du 3%, on ne dit pas ce qu'il y a derrière comme chiffre, ce qu'il y a derrière comme solidité économique ou aussi comme vraie sécurité économique pour le pays. Donc cette politique du chiffre proportionnel a un effet anesthésiant sur le peuple. Et pour parler donc de cet excédent commercial dont ils veulent s'en réjouir, il faut d'abord expliquer donc aux simples citoyens que donc la balance commerciale se calcule par donc différence de valeur des exportations des biens et services et des importations des biens et services. Donc s'ils nous annoncent comme ça des chiffres positifs, j'aimerais bien savoir par rapport à quel mois ou quelle année ils font cette comparaison. En plus, s'ils vous disent qu'on a une balance commerciale en excédent en ce moment, j'aimerais bien savoir quelles sont ces exportations qui l'ont rendue excédentaire, cette balance commerciale. J'aimerais bien aussi voir qu'est-ce qui a été fait en matière d'importation et pourquoi les importations ont soudainement baissé de sorte à donner un excédent commercial tel qu'ils l'annoncent eux et un excédent anesthésiant bien sûr. Donc, à titre indicatif, à titre seulement indicatif, et entre autres, professeur Bouzid, le fameux cancérologue, a fait une déclaration il y a quelque temps où il avait dit la restriction des importations, l'élimination de certains médicaments de la nomenclature ont causé la mort de très nombreux enfants cancéreux. Et je vous laisse poursuivre. Justement, les restrictions en matière d'importation ont été faites de manière pas forcément étudiée. On retrouve beaucoup de médicaments sur le marché qui sont presque introuvables. Il y a aussi beaucoup de produits qui disparaissent des étalages. Il y a aussi beaucoup de matériel qui n'existe plus sur le marché. C'est des restrictions sommaires, c'est des restrictions faites à l'appel. On parlera aussi de ce problème des médicaments. Je tiens à vous alerter aussi sur le fait qu'on consomme les médicaments peut-être les plus chers au monde. Certains médicaments valent beaucoup moins cher ailleurs qu'en Algérie. Leurs molécules valent beaucoup moins cher ailleurs qu'en Algérie. Et pourquoi à votre avis? De par mon expérience personnelle, donc je n'irai pas plus dans le détail, j'étais moi-même cadre dans les finances,
j'étais vérificateur national de comptabilité, donc j'excelle bien dans le domaine comptable et financier. Et à l'époque, des collègues ont vérifié des groupes pharmaceutiques étrangers qui étaient installés en Algérie. Et ils ont découvert que ces groupes-là importaient des molécules de pharmaceutiques qui coûtaient, bon, à titre d'exemple, hein, juste pour vous donner l'exemple, qui coûtaient dans leur pays d'origine 50 à 60 euros, alors qu'elles étaient importées à 3 000, 2 500 euros pour les... Surfacturation. Et fuite, commission, etc. Et aussi fuite légale des capitaux, des devises. Oui. Donc, vous savez, depuis 20 ans, ils ont fait en sorte que l'Algérie, sur le plan économique et financier, soit un gros gruyère. Hein. Il y a des trous partout, elle s'est trouée partout. Et c'est pas en un discours populiste ou mensonger qu'on pourra régler les choses. Et à côté de ce gros gruyère qu'est l'économie algérienne, avec plein de souris tout autour pour grignoter, qu'on imagine bien, et dont on sait qui sont-elles, nous allons écouter certaines de ces déclarations de ces messieurs. Nous allons commencer par cette contradiction, cette annonce par le chef du gouvernement de la fin des subventions pour un ciblage, nous dit-il, des familles qui sont réellement dans le besoin. Et le président Tebboune qui dit le contraire, que jamais ça ne se passera, qu'il ne le permettra pas, etc. C'est réellement... écoutez, je n'en dis pas plus. فالجهاز المؤسس في قانون المالية 2022 هذا الجهاز سوف يعيد النظر في سياسة الدعم بحيث يوجه الأموال المرصودة إلى أهلها وإلى أصحابها الحقيقيين والعائلات التي تحتاج هذا الدعم من خلال مقاربة جديدة وآليات سوف يعمل هذا الجهاز على وضعها. أنا نأسف اللي انطرحت في الساحة مش وقتها. وقتها كانت ربما زلة لسان نتاع مسؤول ولا مسؤولين ويعني وتبناوها الناس وصبح نقاش فيها ما هوش وقت نقاشها. شوف أنا قلتها واعتقد أنا المسؤول الدولة مش غيري. أنا قلت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها التكافل الاجتماعي يكون في الجزائر. Je te jure. Hassan Herish, le Premier ministre qui annonce la fin des subventions et le ciblage des familles censées en profiter directement, et Tebboune qui le contredit publiquement, d'une façon très catégorique, et qui va jusqu'à dire tant que je ne sais pas quoi, la vie restera sur terre, il n'y aura pas de fin de subvention dans ce pays. Hassan Herish, cacophonie, je ne sais pas, mauvaise coordination, de l'eau dans le gaz, on ne sait pas. Hassan? C'est totalement cocasse parce que ça peut avoir plusieurs sens, à savoir que ça peut être effectivement tout simplement une très mauvaise concordance entre le Premier ministère et la présidence, ce qui évidemment serait complètement dommageable pour l'Algérie. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que il y a des décideurs dans l'ombre et que eux-mêmes ne sont pas très au courant de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire exactement. Donc, ils ont compris chacun à sa manière les directives qui ont été données, aussi bien à l'étranger, donc au niveau des puissances qui malheureusement ont la main sur beaucoup de secteurs nous concernant, secteurs économiques, politiques, éducatifs, etc. Donc il est à craindre que des voix, malheureusement que nous ignorons, mais que tout le monde suppose, viennent interférer et ça fait que nos dirigeants au plus haut sommet ne savent pas trop de quel pied danser. Donc il y a plusieurs hypothèses malheureusement qui peuvent insinuer cette... Mais pour en arriver à désavouer comme ça son Premier ministre
d'une façon aussi, j'allais dire, dure, d'une façon aussi catégorique. Il aurait pu y mettre un peu de nuance. Non, et le Premier ministre n'a pas démissionné. Alors que dans une telle situation aussi cacophonique, normalement, la moindre des choses pour ce Premier ministre, c'est de démissionner. Monsieur Benchelouf, je pense que ça rentre aussi dans une certaine culture politique de notre pays, un petit peu la même dans les pays orientaux. Depuis l'indépendance, nous avons assisté à une espèce de discours qui dit que le président, c'est le sultan juste, qui est à l'écoute de son peuple, qui ne fait jamais de faute et qui est vraiment comment dire, mobilisé pour satisfaire les besoins, les désirs de sa population, de son peuple, mais qu'autour de lui, il y a toujours des gens soit incompétents, soit malveillants, soit qui ne veulent pas vraiment faire avancer le pays, etc. Donc on est aussi dans cette espèce de culture où le prince, évidemment, est au-dessus de tout soupçon, tandis que son entourage tire à eux un diable pour justement le gêner et pour ne pas aller dans le bon sens. Et c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit. Hein, avec Bouharouba, Boumedienne, c'était vraiment la politique à l'époque, si vous vous souvenez bien. C'est-à-dire, on va dire, Boumedienne, c'est le meilleur, etc., mais malheureusement, il est mal entouré, etc. Et donc, il est très probable que cette hypothèse soit aussi inscrite dans une espèce de communication officielle qui ne dit pas son nom. C'est un peu la méthode du bon et du mauvais flic, hein, si vous vous rappelez. Oui, c'est un peu tout ça aussi. Hein. Le résultat est que malheureusement, c'est un pays où on ne peut pas connaître la vérité parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir un contre-pouvoir, d'avoir une presse libre, une justice indépendante et qui permettent justement un débat serein, qui permettent tout simplement d'avoir les vrais chiffres, d'avoir les vrais dossiers, de travailler sur des rapports. Et malheureusement, même au sein du pouvoir, moi je pense que les gens qui sont à l'intérieur du pouvoir, qui ont quand même une éthique, aussi bien dans la haute administration civile que militaire, ils doivent rigoler ou bien être totalement dépités, tristes de Et restez avec nous, Hassan. Je voulais dire tout à l'heure le bon flic et le méchant flic. Hein, c'est une méthode très connue. Alors, Rafiq Hamzal, sur ces dysfonctionnements, sur ces déclarations intempestives qui sont désavouées par le président comme ça, le plus normalement du monde, sans que ça n'entraîne une quelconque conséquence? Premièrement, donc à la vue des deux vidéos, je me suis rappelé d'une petite citation que je vais vous lire, donc de Laurent de Nancy. Donc on dit qu'un dissimulateur finit toujours par avouer et un menteur finit par se contredire. Eh oui. Donc simplement, il ment très à propos, très à propos. Ils mentent tellement qu'ils oublient, qu'ils deviennent amnésiques, ils enchaînent tellement les discours sur les mêmes sujets. Beaucoup de discours sur des mêmes sujets, ils ne passent pas à d'autres sujets, donc ils tournent autour de la marmite, donc de la loi de finances, et ils n'ont pas arrêté de tourner autour de cette marmite-là, de la loi de finances, donc des transferts sociaux, donc des subventions, qu'ils ont oublié, qu'ils en ont fait tellement de discours différents et déhanchés que ça ne les dérange plus de mentir. L'essentiel, c'est que la consommation de masse se fasse. Quant aux deux discours, je pense que le Premier ministre est plus proche de la réalité. Donc, il n'a pas oublié que la loi de finances a été votée et que ces transferts sociaux vont baisser réellement, et aussi donc les subventions vont être supprimées. Sauf que le problème, le plus grand problème, c'est qu'ils ne savent pas quels seront les effets boomerang qui se feront sentir après. Mais Rafiq Hamzal, avant que vous n'alliez plus avant, est-ce qu'un
un régime, allez, disons un État, soyons généreux, un État aussi désorganisé, aussi bureaucratique, dont l'administration est très tracassière, très corrompue, très incompétente, qui gère très mal tout ce qui est public. Et ça se sait. Et tous les Algériens en payent lourdement les conséquences tous les jours. Est-ce qu'une telle administration, de tels services, peuvent faire un tel travail de recensement dans un pays où il n'y a pas eu de recensement général depuis, je crois, 15 ans ou 18 ans, ou je ne sais pas, où il n'y a pas de structure habilitée à faire tout ça, comme en France, par exemple, la CAF, la sécurité sociale, qui sont parfaitement organisées. Est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir cibler, quand ils ne connaissent même pas le chiffre des chômeurs, quand ils ne connaissent même pas le nombre des familles qui sont dans le besoin, quand ils n'ont même pas mis en place les critères de sélection de qui est dans le besoin, qui ne l'est pas. Est-ce que vous pensez que si demain il faisait ce que le Parlement a approuvé, c'est-à-dire la fin des transferts sociaux, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être en mesure de cibler les familles qu'il faudrait aider en l'état des choses? Franchement, non. Franchement, non, parce que nous avons été pauvres, trop pauvres, durant beaucoup d'années d'outils statistiques et de diagnostics sur le terrain. Et il ne faut pas oublier que tout se faisait au hasard et au pif. Depuis toutes ces années-là, on ne s'est pas doté d'outils, de réels outils statistiques et de diagnostics, donc dans tous les domaines. Donc si aujourd'hui on vous dit que les transferts sociaux et les subventions vont être baissées ou carrément supprimées pour les subventions, et on vous dit en même temps qu'un organisme sera créé sans donner plus de détails et plus de suite à donner. Là, ils n'auront même pas le temps de créer le décret de création de cet organisme-là. En plus, cet organisme-là, il sera chargé de quoi? Est-ce qu'il aura les outils de gestion, les outils statistiques, les outils de diagnostic qu'il faut? C'est un travail de longue haleine, ça. Ce genre de choses se prépare pendant des mois, voire même des années. Tout dépend donc du domaine de leur intervention. J'aurais souhaité que l'Algérie aille d'abord vers une stabilité économique, politique, pour qu'on parle de ce genre de choses. Il est clair que les transferts sociaux et les subventions, alors disent parfois le budget de l'État, sans qu'elles aillent réellement à ceux qui en ont besoin. C'est un travail, une fois fait, il faudrait qu'il soit fait pour que ces subventions-là et ces transferts sociaux-là profitent aux plus démunis, aux classes moyennes. Mais sauf que je constate malheureusement qu'ils ne se sont pas dotés d'un minimum d'outils de gestion et d'outils de contrôle et d'outils statistiques pour le faire. Ils ne savent même pas combien vont bénéficier de ça. Peut-être approximativement, ils le savent. Mais dans ce genre de cas, un État digne doit avoir sa liste à portée de main d'avance, avant même de parler du sujet. Donc, c'est absolument. prématuré. Alors, pour montrer l'étendue des dégâts, ce que disent ces gens, avec quel aplomb ils le disent, sans tenir compte de ce que peuvent penser les autres, ils disent des choses tellement ahurissantes qu'on a du mal à croire nos propres oreilles. Par exemple, M. Tebboune, qui récemment a donné l'instruction, il a sommé le secteur de l'éducation, l'un des plus grands secteurs du pays, et le secteur de la santé, de passer de l'énergie actuelle à l'énergie solaire en moins de 3 mois. 3 mois. Il a sommé ces deux grands secteurs de passer à l'énergie en moins de 3 mois, sachant qu'en Algérie, il n'y a rien en matière d'énergie solaire. Absolument rien. C'est le Sahara, c'est le vide, c'est l'absence totale d'infrastructures, d'équipements, de technicité, de techniciens, de pièces de rechange, de tout. Alors il demande à ces deux secteurs de passer, et pas seulement, il demande à toutes les communes de passer à l'éclairage public solaire. Et tout particulièrement dans le Warchnis, Ndjarjar, le Djurjira ou l'Oures.
Rien que ça. Et il dit aussi, écoutez, et là je vais demander à nos deux invités de nous expliquer, parce que nous n'avons rien compris, tout le monde, tous les Algériens n'ont rien compris à ce que nous dit M. Tebboune quand il parle de la création, comment dire, d'une réalisation de 25 milliards de dollars de produits agricoles, plus que le pétrole, nous dit-il, en 2020. Écoutez-le. Non, en 2019. C'est-à-dire que c'est même pas son bilan à lui, c'est celui de Bouteflika, à la limite. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. أن الفلاحة لحقت المنتوج يساوي تقريبا 25 مليار دولار. أكثر من المردودية نتاع الشيء اللي جابوه البترول والغاز اللي يدور حول 24 مليار. هذه نعمة. التصدير 5 ملايير خارج المحروقات معنى هذه خطوة تاع إنتاج وطني آخر غير المحروقات. Hassan Hersh, le produit de l'agriculture a été de plus de 25 milliards de dollars. Et nous dit-il, littéralement, je traduis, plus que la rentabilité des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hassan Hersh? Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Et je ne vois pas comment il serait possible d'expliquer l'impossible. Parce que, tout simplement, il le dit à un moment où le pays vit une crise de la pomme de terre, une crise de la baguette, de pain, et je ne vois pas comment est-ce possible pour un pays comme le nôtre, du jour au lendemain, produise autant, exporte autant, ramène 25 milliards de dollars, c'est une somme absolument colossale. Effectivement, si un jour... Mais comment il a fait, Hassan Hersh, à supposer que réellement nous avons produit pour 25 milliards de dollars de produits agricoles. Comment a-t-il fait avec ces structures de gestion, de contrôle étatique? Comment a-t-il fait pour évaluer ces produits à 25 milliards de dollars? Il les a passés par une machine, il les a pesés, il les a... Comment il a fait pour évaluer cette production dont il nous dit qu'elle a eu lieu à 25 milliards de dollars? Et si tel est le cas, où est passé cet argent? Oui, d'une part, effectivement, il se met dans difficulté lui-même. Les Algériens peuvent lui dire, effectivement, 25 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, et on n'en a pas les effets escomptés. Et alors, dites-nous, où est-ce que ça a été investi, qu'est-ce qu'on en a fait, etc. Moi, je pense que peut-être, c'est une hypothèse évidemment qui va plutôt dans son sens. Hein, je fais un petit peu son avocat, là, même si ce n'est pas mon rôle. Peut-être qu'on lui a parlé, on lui a donné une fiche où on lui aurait dit il faudrait que tout le long de votre mandat, à la fin de votre mandat, il va falloir que l'agriculture parvienne à produire 25 milliards de dollars. Et qu'il a confondu le début du mandat avec la fin du mandat. C'est une hypothèse possible. Maintenant, il est évident que l'Algérie a un problème de l'eau, un problème de terres arables, un problème de bétonisation des meilleures terres, un problème de malformation. Aujourd'hui, on ne forme pas beaucoup de jeunes à l'agriculture, on ne forme pas beaucoup de jeunes déjà à s'intéresser aux écosystèmes qui permettent justement cette agriculture-là. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'avenir, c'est l'agriculture biologique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'arme alimentaire est l'arme la plus redoutable et qu'il faut satisfaire la demande de son peuple. Mais malheureusement, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas, comme disait votre invité. Or, aujourd'hui, il n'y a ni statistiques, ni rapports, ni véritable politique justement de recensement, de repérage, aussi bien positivement des niches économiques qui pourraient servir au pays
que, au contraire, des secteurs complètement inappropriés, lourds à gérer et qui apportent plus de problèmes à l'économie algérienne que ça n'en... Et restez avec nous, Hassan Hirsch. Rafik Hamzal, quelle est, selon vous, l'explication de cette très curieuse, de cette très extraterrestre déclaration de M. Tebboune que l'Algérie a produit pour 25 milliards de dollars durant l'exercice 2019 Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Avec moi, il est mal tombé parce que dans la famille, on est agriculteur de naissance. J'appartiens à une famille d'agriculteurs de génération en génération. Donc, je maîtrise bien le sujet. J'ai moi-même investi dans le domaine agricole. Le jour où on fera les 25 milliards de dollars donc de produits agricoles, nous serons une puissance régionale. Nous redeviendrons le grenier au moins du bassin méditerranéen. Encore une fois, c'est la politique des chiffres, c'est la politique du mensonge, toute catégorie. Comme on dit, je pense en anglais, c'est super Walter. Voilà. Donc, c'est vrai que l'Algérie a les capacités d'en faire plus. Quand on voit un État comme la Californie aux États-Unis et qui nourrit toute l'Amérique du Nord, on comprend vite que tout ce qu'on a en Algérie comme potentiel en eau et en terre pourrait faire de nous des puissances régionales et même mondiales sur le plan agricole. Sauf que c'est bien dommage, depuis l'indépendance, on peine à retrouver la place de l'Algérie de l'époque, qui était vraiment le grenier du monde, d'où s'exportait tout genre de produits agricoles, fruits et légumes, d'où s'exportait beaucoup de produits artisanaux. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, c'est par rapport à la mauvaise gouvernance. Si on avait fait 25 milliards de dollars donc de produits de valeur en produits agricoles, tous les agriculteurs seraient très riches, super riches. Il y en a combien en Algérie? Et ça couvre facilement d'excellents rendements pour tous les agriculteurs. Alors qu'on voit la situation maintenant des agriculteurs, ils souffrent. Ils souffrent à chaque fois qu'il y a une augmentation de prix, c'est lui qui souffre le premier. Quand on vous dit que la pomme de terre est à 150 dinars, c'est l'agriculteur qu'on vise en premier. Quand on vous dit que la tomate est à 150 dinars, c'est l'agriculteur alors qu'il ne prend rien, le pauvre. Quand vous savez que cet agriculteur lui-même achète la semence de pommes de terre à 250 dinars le kilo. Il ne faut pas oublier ce genre de détails. Pour pouvoir parler d'agriculture et de production agricole, les pays qui sont vraiment souverains alimentairement dans le domaine agricole commencent d'abord à développer leurs propres semences. C'est très important pour la souveraineté nationale en matière d'autosuffisance agricole. Si vous ne produisez pas vos propres semences, vos propres bases agricoles, vous ne pouvez pas être une puissance agricole. Vous importez la semence des pommes de terre, vous importez les blés, vous importez tout genre de semences de l'étranger et vous parlez de production agricole. C'est faux, on n'a jamais atteint ce chiffre. Je pense que c'est un chiffre cumulé sur 5 ou 6 ans, ou voire même 10 ans de production agricole, ou peut-être que c'est une erreur qui bégolo zedlet lisan maintenant. Alors, nous allons écouter M. Ben Abdelrahman maintenant, le Premier ministre. Mais avant, une question à mes deux invités à l'avance sur deux aspects de l'économie algérienne dont ils nous vantent. Ils ont l'audace, le culot, l'impudeur de nous vanter les mérites de l'économie algérienne, de la relance, comme le dit Monsieur le Premier ministre, une relance jamais observée en Algérie depuis l'indépendance, une relance due au génie de Monsieur Tebboune. Ils ont l'impudeur de nous dire ça alors que, mes chers amis, vous le savez très bien, vous qui êtes en Algérie, que 80% à peu près, ce qu'ils reconnaissent eux, c'est à peu près 60%. Mais tout le monde sait que c'est 80% de l'économie est informelle. Ça veut dire qu'elle ne passe pas par les circuits contrôlés par l'État, du moins pour ce qui est du versement de la fiscalité, de l'impôt. 80% de l'économie algérienne est dans l'informel. La meilleure preuve en est qu'il y a aujourd'hui
des pénuries de liquidité. Ça veut dire l'argent liquide, mais qu'est-ce? Les gens qui vont retirer leur pension de retraite ou leur salaire sont obligés de faire des chaînes pendant 2 jours parfois. Ce régime a la possibilité toute simple de mettre fin à la situation, ça veut dire de changer les billets de banque. Il ne le fait pas. J'aimerais que nos invités nous disent pourquoi. Et l'autre chose qui est complètement incroyable est qu'ils sont en train de parler de choses et d'autres, dont l'amnistie fiscale. Ça veut dire tous les gens dans cette économie informelle, les barons, les vrais barons, dont tout le monde sait qu'ils sont des gens du régime, ou des parentèles, ou des clientèles du régime. Donc tous ces barons, si jamais ils ramènent leur argent, qu'ils le déclarent, ils seront amnistiés fiscalement. Ça veut dire on ne leur dira pas d'où tiens-tu cela, d'abord, et ensuite on ne les pénalisera pas fiscalement. Ça veut dire qu'ils ne paieront pas d'impôts sur ce qu'ils auront ramené. Ils paieront des impôts à partir de ce moment, mais pour le passé amnistié. Donc, mais avant, nous allons écouter M. Ben Abdelrahman et la jeunesse. والله عندنا شباب الجامعات، عندنا شباب الجامعات الجزائرية والله يحدث معجزات وسوف يصنع الفارق. يعني نتمناو برك نثيقوا فيهم في هذه الشبيبة هذه ونعطي لهم كل هذه الإمكانيات هذه. يوم فالي ماتر كما نقولوا ان شاء الله الي بروف نحطهم في الاختبار. انا معالي الوزير نثيقوا في الكادر الجزائري، يعني والله الاطار الجزائري نثقوا فيه. والله عندنا اطارات من ليكول بوليتكنيك ولا من الصيف ولا من غير سوف يحدثون الفارق. نديروا برك فيهم الثقه، هذا ما الثقه في الاطار الجزائري وفي الكادر الجزائري. حتى العمال اللي جبناها دركا يعني الله يسلمين نثقوا فيهم بزاف وعندهم الخبره والمهاره. لا عندهم خبره طبعا باش نديروا طبعا نتقيوا. لا لازم نحطهم في المحيط اللازم ان شاء الله، محيط العمل اللائق. Hassan Hersh, sur cette économie informelle, sur ces marchés de la devise comme à Port Saïd, à ciel ouvert, où des millions de dollars s'échangent chaque jour, je suis gentil, parfois des dizaines de millions de dollars s'échangent partout, dans tous les marchés de change en Algérie, dont la bourse centrale se trouve à Port Saïd, à Alger, une économie informelle qui est la véritable économie de l'Algérie, qui décide du taux de change d'ailleurs du dinar, le vrai, pas celui frelaté, et un État qui est là, impuissant totalement, ou alors intéressé totalement au point où il ne peut pas se permettre de mettre de l'ordre dans ce fouillis parce que ça toucherait directement la poche de ses propres barons. Hassan Hersh. C'est évident, M. Benchenouf, que ce problème est un véritable cancer pour l'Algérie. Je veux dire, à partir du moment où l'essentiel de l'économie se passe en dehors des institutions, comme nous avons assisté d'ailleurs, comme vous le savez, à des décideurs qui étaient hors institution. Donc, c'est une situation extrêmement grave parce que tout simplement, d'abord, on ne peut plus rien contrôler, d'une part, et les banques algériennes ne peuvent pas fonctionner comme elles doivent fonctionner, puisque cet argent échappe non seulement au contrôle, mais échappe à l'économie algérienne dans la mesure où il est destiné à la masse monétaire qui circule sous les manteaux, dans les sacs, est destiné essentiellement à fuir à l'étranger. Donc c'est un système organisé depuis des décennies et on le voit d'ailleurs au taux de change. La différence entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle non seulement encourage cette pratique, mais on sent bien qu'elle est complètement à l'intérieur du système mafieux algérien, dans la mesure où la bourse réelle d'Alger se trouve au Square Port Saïd, et le Square Port Saïd, il est à côté d'un commissariat, à côté du tribunal,
à côté de grandes instances, à côté du Parlement. Donc tout le monde ferme les yeux, aussi bien les services de renseignement, la police, la justice, les hommes politiques du régime, même de l'opposition, etc. Donc il y a un véritable, comment dirais-je, une véritable entente pour que cette situation dure, parce qu'elle sert un certain nombre d'Algériens qui ont la haute main sur les finances algériennes, sur le trafic des devises, le trafic de drogue, le trafic en tout genre. Et malheureusement, si on ne met pas un terme au fonctionnement du système, parce que c'est le système qui génère ça, c'est le système politique, économique, éducatif, etc. C'est l'ensemble, c'est cette machine à fabriquer le malheur des Algériens qui fait qu'on arrive effectivement à cette situation incontrôlable. Mais Hassan, pourquoi ne procède... Tout le monde sait que l'argent ne passe pas par... C'est pour ça qu'il y a cette pénurie de billets de banque. L'argent ne passe pas par le circuit normal, par les banques. Il est thésaurisé, il est stocké dans des sacs. D'ailleurs, ce que ne savent pas beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Algérie, c'est que dans les grands échanges, dans les commerciaux, les gens ne comptent plus l'argent, même avec des machines. Ils pèsent l'argent. Ils savent par exemple, 10 kilos de billets de 1000 dinars, c'est telle valeur, à quelques billets près. Donc maintenant, on pèse l'argent. C'est pour vous donner une idée. Alors, pourquoi ce régime ne procède-t-il pas de la plus simple des manières à un changement des billets de banque, ce qui fait que les gens, au lieu d'avoir du papier à la maison, ils vont être obligés d'aller le changer, donc de le faire rentrer dans les banques et donc de le rendre visible et quantifiable. Pourquoi ne le font-ils pas, Hassan? Ça peut être une solution. Hein. Je vous rappelle, M. Benchenouf, que ça a été déjà fait une fois lorsque Belaïd Abdeslam était Premier ministre. Et malheureusement, dans ces cas-là, j'insiste là-dessus, on n'a pas de rapport sur cette opération-là. On ne sait pas combien ça coûte de changer de la monnaie. On ne sait pas combien de temps ça demande. On ne sait pas finalement qui fait quoi. C'est extrêmement, comment dire, explosif. Parce que d'abord, ça mettrait effectivement en difficulté un certain nombre de barons du régime. Et ça pourrait amener à l'explosion du système lui-même. Donc j'imagine qu'ils ne le font pas parce que ça peut provoquer effectivement des dégâts au niveau de la classe dirigeante, de ceux qui ont laissé ce système complètement incontrôlable depuis l'indépendance, il faut le dire. Hein. Ce n'est pas l'équipe actuelle. Elle est héritière d'un certain nombre de tares, dont celle-ci. Donc maintenant, c'est vrai qu'il faut se poser la question, de combien ça coûte de créer de la monnaie, parce que les procédés de création de billets ne sont pas maîtrisés en Algérie. Moi, je me rappelle, à moins qu'il y ait depuis, malheureusement, je n'ai pas d'informations, je me rappelle que c'était fabriqué en Europe, particulièrement en Espagne, que nos billets ne sont pas fabriqués sur place, parce qu'il y a toute une technologie qui permet justement l'inviolabilité de ces billets, qui permet que ces billets ne soient pas reproductibles facilement, qu'il n'y ait pas de faussaires qui puissent fabriquer de la fausse monnaie et qui inonderait le marché et qui donc annulerait complètement la décision de rapatrier l'argent dans les banques. Et puis je vous rappelle, M. Benchenouf, malheureusement nous avons un système bancaire totalement déficient et nous n'avons pas suffisamment de formation pour nos jeunes et moins jeunes pour justement faire de notre système bancaire un système performant et qui permette non seulement d'alimenter l'économie algérienne, mais aussi, puisqu'il y a une volonté d'exportation, une volonté d'aller sur les marchés étrangers, notamment sur le marché africain et peut-être un petit peu moyen-oriental, il faut un système bancaire qui se tient
Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Et restez avec nous, Hassan. Alors, Rafiq Hamzal, sur cette histoire d'économie informelle, de marché de change parallèle qui se tient sur le trottoir, de billets de banque qui ne passent pas par le circuit, de gens qui ne payent pas l'impôt, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Sur cette question de marché informel, je vais dire beaucoup de choses parce que je connais très bien. C'est un domaine que je connais très bien. J'ai exercé pendant 8 ans donc, dans la recherche et la vérification dans le domaine. Si vous voyez à quel point donc, le commerce informel a grossi en Algérie, vous aurez froid dans le dos. C'est le fait qu'on en parle de manière générale qui nous maintient encore debout. Mais le jour où on saura réellement quels sont les chiffres, quelles sont les techniques qu'utilisent donc ces auteurs et ces acteurs du marché informel, nous allons découvrir que finalement il y a ce qu'on appelle un État dans un État. Et ce qu'il faut comprendre aussi, par mon expérience, j'en ai croisé beaucoup, bien sûr, dans le cadre de mon ex-travail. J'ai toujours compris que derrière chaque gros bonnet, comme on les appelait, il y a toujours un dignitaire du système qui lui garantit, qui lui garantit de la fluidité dans toutes ses affaires, qui lui garantit aussi la protection. Il y a toujours des dignitaires d'en haut qui garantissent ce genre d'activité. Quant à la monnaie, je pense qu'il est beaucoup plus nécessaire de la changer pour 2 raisons. Premièrement, donc, c'est la masse monétaire qui est donc, dans le marché parallèle, qui, je pense, estimé à 90 milliards de dollars par le système de l'État, mais je pense que le chiffre est beaucoup plus gros que ça. N'oublions pas qu'en 20 ans, ils ont dépensé 1500 milliards de dollars qu'on n'a pas vu sur le terrain, et qu'une partie de ces 1500 milliards de dollars s'est retrouvée aussi dans le marché parallèle. Donc, il est impossible que ça soit à 90 milliards de dollars. Je pense que le chiffre est beaucoup plus gros que ça. Donc, il est nécessaire de changer cette monnaie pour 2 raisons. La première raison, donc, c'est la quantité énorme de monnaie donc, qui est dehors. Et la deuxième raison, c'est la qualité de la monnaie elle-même. Nous voyons la qualité de nos billets aussi qui laisse à désirer. Il suffit de prendre un billet pour le tirer d'une petite liasse, il se déchire tout seul. Donc pour ces 2 raisons-là, il faut changer donc, la monnaie. Je pense que c'est la solution la plus recommandée. Sauf que la dernière fois, j'ai entendu donc, Tebboune dans l'un de ses discours dire qu'il ne changera pas de monnaie. باش ما يشوفش لا شين برا قال لك باش ما نشوفش الطوابير امام البنوك قال لك درنا ديجا ان شونجمون دو موني وشفنا طوابير دونك سي لا سول ريزون سي بور ne pas avoir de chaîne. C'est incroyable. Il a dit ça, hein? Oui, je l'ai entendu de mes propres yeux il y a 2 ou 3 semaines. Donc je vais vous envoyer après le passage. Ah oui, envoyez-moi. On ne manquera pas de le passer. C'est incroyable. Merci. Même le bonheur, déjà voilà. Ça m'a choqué. J'ai vu le discours vers 8h30 du soir ou 9h ou 21h. C'était l'une des rares fois où j'ai dormi avant minuit. Donc, encore une fois, le problème, c'est que le sujet était d'actualité. Donc, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai commencé à préparer une petite contribution personnelle pour imaginer comment pourrait-on changer la monnaie, comment pourrait-on donc inciter même... Par correspondance, par exemple. Voilà. Non, on pourrait, par exemple, ramasser cette monnaie en incitant les gens à investir. Par exemple, on pourrait ramasser cette monnaie en incitant les gens à épargner. Il faudrait qu'il y ait quelque chose en retour, mais il faudrait aussi qu'il paye sa petite part de fiscalité. On ne peut pas faire payer quelqu'un qui travaille, déclarer tout net, tout clair, et dire à l'autre, vous avez une amnistie fiscale à 100%, c'est impossible. Il faut le faire contribuer, et on peut le faire de plusieurs manières, en l'incitant à épargner, comme ça l'État pourrait utiliser cet argent,
en l'incitant à investir. Donc, il y aura création d'outils de production et de richesse et de postes d'emploi. Et si ces opérateurs de l'ombre ne veulent pas prendre les deux propositions, il faudrait bien les faire payer un peu et faire contribuer, ne serait-ce que pour comme a dit votre invité, ne serait-ce que pour récupérer au moins la valeur déboursée pour le papier. Changer cette monnaie. Alors, comme il ne reste plus beaucoup de temps, je vais vous demander à tous les deux, à mes deux invités, à Hassan Hirsch et à Rafiq Hamzal, d'essayer de répondre un peu vite pour que nous puissions aborder plusieurs points. Alors d'abord, une autre déclaration de M. Tebboune qui demande explication que personne n'a compris en fait autrement que par cette, comment dire, ce penchant maladif, comme a dit Hassan tout à l'heure, à la mythomanie et au mensonge. Écoutons M. Tebboune. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. وكانت وليدة رؤية نتاع حماية المواطن، الطب المجاني مثل ما كان الطب مجانية التعليم مثل كذا، كانت ماشية استثمارات بآلاف الملايير. Hassan Hirsch, nous avons et il dit que celui qui n'est pas content, qui se tape la tête contre le mur. Ça, c'est la traduction en substance. Nous avons le meilleur secteur de la santé d'Afrique et du monde arabe. Le Maghreb arabe et l'Afrique. Nous avons le meilleur système de santé. Et comme par hasard, quelques semaines plus tard, il a dû aller lui-même se faire soigner en Allemagne, comme tout un chacun le sait. Hassan Hirsch. C'est complètement délirant. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute, M. Benchelouf, à ses propres propos? Tout le monde sait que le système algérien de santé est complètement malade, si je peux utiliser ce genre de formule. Malheureusement, voilà, nous avons entendu des médecins tirer des sonnettes d'alarme, des professeurs tirer des sonnettes d'alarme. Nous avons vu comment, effectivement, les dirigeants se soignaient tous, je dis bien tous, à l'étranger, en Europe particulièrement, et maintenant de plus en plus en Turquie. Donc, il y a un problème, je vais dire, entre le discours et la réalité. Donc, aujourd'hui, c'est un secteur malheureusement complètement désorganisé. On voit les hôpitaux, ceux de véritables mouroirs. On voit d'ailleurs que les Algériens tellement n'ont pas confiance dans ce système-là, ils ne veulent pas se faire vacciner. Aujourd'hui, ils fuient, ils ont peur. Et beaucoup de gens ont peur de se faire hospitaliser, ils ont peur de se faire soigner à l'intérieur du pays, etc. Donc, il y a des difficultés énormes qui sont repérées par tout le monde. Et puis, il y a, une très mauvaise formation au niveau du paramédical. Bon, on a certainement de bons médecins, mais il n'y a pas une formation sérieuse pour des infirmiers, les infirmières, le paramédical, etc., etc. Et nous n'avons pas une politique, comme disait tout à l'heure Rafiq Hamzal, pour la fabrication ou l'importation de médicaments. Donc là, ça pose tout un problème pour le système de santé global. Et je me permets de vous interrompre, Hassan, il faut que nous allions un peu vite. Rafiq Hamzal, sur cette question. Meilleur secteur de la santé d'Afrique et du Maghreb? Je pense que les seuls pays ou les seuls dirigeants qui ont le droit de dire ça au monde, c'est les dirigeants où dans leur pays on fabrique, on fait de la création et de la recherche en matière de santé, où on fabrique ses propres scanners, où on fabrique ses propres appareils et outils médicaux. Tant que nous importons, et où on soigne ses dirigeants. Et on soigne surtout ces dirigeants pour la souveraineté donc de la chose elle-même. Tant que nous nous soignerons dehors, tant que eux-mêmes et leurs familles vont se soigner dehors, donc et vont gréver donc le trésor public de leurs soins aussi,
nous serions ni Ahsan Manzouma, ni Ahsan Walou. Donc pour le moment, il suffit de mettre le pied dans un hôpital pour savoir à quel point vous êtes parfois en danger d'avoir même des infections ou carrément des maladies que vous n'aviez pas en entrant. Alors, écoutons maintenant M. Ben Abdelrahman, le Premier ministre, et ses chiffres de rêve. Mais c'est incroyable ce qu'il est en train de passer comme pommade à son patron Tebboune. C'est incroyable, écoutez bien. نقدم واحد الارقام لاول مره في تاريخ الجزائر. يعني تمكنا في 30 نوفمبر يعني بفضل توجيهات السيد رئيس الجمهوريه والتحكم في الاقتصاد الوطني خاصه في المعاملات الخارجيه والتجاره الخارجيه. يعني تمكنا من تحقيق يعني ارقام ما شاء الله كانت حلم بالنسبه لنا، ولكن يعني تمكنا من تحقيقها. يعني تمكنا من تحقيق ميزان تجاري، فائض ميزان تجاري يقدر بأكثر من مليار دولار، مليار و40 مليون دولار. تمكنا من تحقيق يعني تصدير خارج المحروقات بنسبة 4.5 مليار دولار في 30 نوفمبر. يعني هذا الميزان التجاري، فائض ميزان تجاري يعني أكثر من مليار دولار، مليار و40 مليون دولار. وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات 4.5 مليار دولار في 30 نوفمبر إن شاء الله. هذا كان حلم بالنسبة لنا. الناس قالوا لنا ما راهيش تحققوا، تبقاو في الديفيسيت، تبقاو في العجز. يعني الحمد لله حققنا هذا الأرقام هذه، نتمنى هذا بفضل مجهودات الخيرين من الإطارات ومجهودات المتعاملين الاقتصاديين اليوم ينهجوا معنا هذا النهج هذايا بالنسبة لسياسة التصدير، سياسة كما قلت التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية، وكذلك التحكم في الواردات بصفة عقلانية. يعني السوق الوطنية الحمد لله يعني ممولة بصفة عقلانية، يعني حاجة ما يتخص، ولكن قدرنا نحققوا هذه الأرقام هذه بفضل توجيهات الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وبفضل تكاتف جهود الكل. Je te jure. Hassan Herj, vous avez compris maintenant comment ils font ces gens-là pour devenir ministre, Premier ministre, président. Il suffit de passer la pommade à celui qui est en haut, mais avec un culot absolument phénoménal. Ça veut dire, dommage Hassan Herj que vous ne comprenez pas très bien l'arabe dialectal, sinon vous vous auriez régalé Hassan. Malheureusement, je n'ai pas tout compris, donc... Mais de façon générale, on connaît la flagornerie de certains dirigeants envers le président. C'est classique, c'est depuis, malheureusement, depuis Boumediene, il faut le dire et le répéter à chaque fois. C'est-à-dire que tous ceux qui ne disent pas, n'applaudissent pas le chef, etc., sont suspectés éventuellement de complot, de je sais pas quoi, de mauvaise foi, ainsi de suite. Donc à partir du moment où ils n'acceptent pas la divergence d'idées, c'est-à-dire tout simplement des contradicteurs, ils n'acceptent pas tout simplement, ils ne se soumettent pas aux critiques, ils n'acceptent pas la bienveillance justement de la critique, aussi bien de l'opposition, de journalistes, etc. Ils ne remettent pas en cause leur gouvernance. Donc il y a toute une série comme ça, ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir tout le temps raison. Et donc à ce moment-là, effectivement, le citoyen, le journaliste, l'opposant, etc., sont considérés comme des adversaires politiques et leurs opinions ne sont pas respectées, bien au contraire. Il faut juste écouter eux, et quel que soit le délire, quel que soit le mensonge, quel que soit le rêve qu'ils veulent diffuser. Malheureusement, les Algériens aujourd'hui savent très bien que tout ça, c'est du Père Noël. Alors, Rafiq Kamzal, sur ces éloges faits à Tebboune qui a réalisé les 7 merveilles du monde, en passant par les pyramides d'Égypte et tout, sur cette, comment dire, ce penchant à la pommade, c'est incroyable, c'est un culot, c'est une audace, c'est un mépris. انا مانيش حاب نضحك، حاب نخبط راسي على الحيط.
C'est incroyable. Je vous jure que quand je l'écoute, ce monsieur, je n'ose pas dire ce que j'ai envie de faire. J'ai constaté depuis des mois qu'il fait ses discours avec la presse. Ouais. Là, comme on dit, qu'à chaque fois qu'il fait un discours, pendant toutes les 2 semaines ou 3 semaines qui suivent, c'est tout le monde qui fait les éloges de ce qu'il a dit, c'est tout le monde qui fait à peu près les mêmes déclarations et c'est tout le monde qui confirme ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça, en effet. J'analyse beaucoup ce genre de... C'est vrai, c'est comme s'il donnait le départ, le signal de départ à une propagande décidée par avance. C'est ce qu'on appelle un discours directeur. C'est comme un schéma directeur pour tout le monde, c'est ce qu'ils vont dire donc pendant les la campagne X. Jusqu'au prochain discours, parce que je sais que ce système fait dans de la gestion des foules, et il le fait méthodologiquement, et c'est un excellent méthodologue dans la matière, donc il faut toujours suivre. Je sais à l'avance ce que diront tous les ministres et le Premier ministre, et même d'autres fonctionnaires, juste après un discours de Tebboune. Le discours directeur a été lancé. Donc voilà, on peut prévoir à l'avance ce qu'ils vont tous dire après. C'est génial comme explication. Je vous en remercie. Et je vous conseille même la prochaine fois, une fois que vous écoutez le discours, durant les 2 ou 3 semaines, pas faire dans la réaction de ce que les autres disent, mais de leur donner à l'avance les vraies solutions pour C'est très bonne idée. Je vous remercie. Alors, oui, finissez, parce que c'est le dernier tour de micro. Je vais revenir à Hassan Hirish et je vous donnerai le mot de la fin, parce que malheureusement, nous ne pourrons pas vous passer les autres merveilles du monde. Hassan Hirish, le mot de la fin en moins d'1 minute, s'il vous plaît. Vous voyez, ça fait des années que je dis sur votre antenne, M. Benchnouf, que le problème de l'Algérie et de ses dirigeants, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème psychologique. Donc on est en plein dans le narcissisme, dans le délire, et malheureusement, ça, on ne peut pas y remédier du jour au lendemain. Il faut espérer qu'il y ait des hommes résilients à l'intérieur de l'armée et de la haute fonction publique qui puissent alimenter un autre discours, donner d'autres idées et puis essayer petit à petit d'alimenter le système sur des choses positives et qu'on en finisse avec cette mégalomanie, cette paranoïa, ces délires à n'en plus finir, ces dirigeants qui se croient vraiment des dieux et qui pensent vraiment qu'ils sont propriétaires de l'Algérie et qu'ils ne sont pas des fonctionnaires. Ils oublient que même un président de la République, à plus forte raison les ministres, ce sont des fonctionnaires, seulement des fonctionnaires qui sont payés avec l'argent public, avec l'argent des Algériens et qui doivent rendre des comptes. Et ça, c'est extrêmement important que ce genre de culture imprègne les esprits des dirigeants algériens. Merci. Alors, Rafiq Hamzal, vous avez le mot de la fin. Tout simplement, en matière d'économie, je rêve vraiment d'un pays qui exploite tous ses potentiels et qui ne les gâche pas en les exportant, que ce soit en matière de richesses naturelles ou de richesses humaines. Nous avons trop exporté donc nos richesses naturelles en brut et nos têtes pensantes aussi. J'espère que l'Algérie atteindra un jour le sommet de ses capacités en créant donc une économie autour de nos propres richesses humaines et naturelles et en soyant une puissance au moins sur le plan régional pour démarrer un bel avenir pour notre pays. Mais tant que nous serons mal gouvernés, je vois le rêve partir très loin et j'espère qu'on l'atteindra un jour. Une puissance régionale fraternelle, positive, aimante, qui cohabite harmonieusement avec ses voisins et qui a le cœur aussi grand que son territoire.
Merci Rafik Hamzal, merci Hassan Hirash, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. بقاو على خير بسلامة. احنا نستحقوا اسعار الفواكه تكون في متناول كل فئات المجتمع. اليوم فهمني انا وين نمشي كل منطقه نشوف وفره الانتاج تاع الحوامض تاع التفاح تاع يعني كله انتاج جزائري، وعلاه كاين غلاء في الاسواق فهمني. الشيء غير معقول. في هنا وين لازم تخدموا، لازم تضافر الجهود تاعنا ان شاء الله كامل الجميع باش نتحكموا في هذه لاشين هذه من لو برودكتور المنتج الكونسوماتور. راني نقول لك لا مارج نو دوا با ديباسي 20% دون توت لاشين حتى من لو برودكتور الكونسوماتور تكون 20%. 20% بالنسبه ل 7000 تقول لي 7000 تلحق الماكسيموم 9000 الكونسوماتور. دونك ان شاء الله هذا هو التحدي.